Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter De soie et d'acier d'Alexis Breton, publié aux éditions L'Alsacienne indépendante. Dans ce roman, nous allons partir dans une Inde intemporelle dans la ville côtière de Mussoorie. C'est là qu'est implanté le palais du Maharaja Phanindra et ses jardins ornementaux. Dans la prison dorée qu'est sa chambre, la princesse Ahalia, 16 ans, attend patiemment que le jour tombe. Comme de plus en plus souvent, cette demoiselle au cœur libre se grime en femme du peuple, attache ses cheveux longs à la manière des hommes sous un turban, cache le bas de son visage afin de ne pas être reconnue dans les rues de la ville, et à la nuit tombée, avec le concours de sa fidèle servante, la Sia, elle emporte des vivres aux plus démunis. Depuis le temps qu'elle furette discrètement dans les rues de Mussoorie, Ahalia a pu constater l'écart colossal qui sépare sa caste et celle des gens supposés un jour devenir son peuple. Elle est en totale opposition avec le Maharaja son père à ce propos, d'où l'obligation d'agir clandestinement pour l'héritière qu'elle est. Lors de cette énième tournée, la jeune fille distribue les restes de nourriture récupérés discrètement dans les cuisines du palais par la Sia, écoute de la musique, flâne sur les toits à l'abri des regards avant de retourner, comme elle est partie, dans sa chambre princière. Elle est fourbue et s'apprête à se laisser aller au repos quand elle est surprise par la présence d'un individu dans l'un des coins sombres de sa suite. L'homme n'est autre que son père. Furieux des incartades de sa fille unique, il tente de la sermonner. Puis voyant que face à la langue acérée de son héritière, il n'arriverait pas à prendre l'ascendant sur elle, il use son va-tout, sa position de souverain. Il lui interdit de sortir de l'enceinte du palais. Si elle désobéit, c'est la langue de sa précieuse Lassia qui en paiera le prix. Satisfait de la tournure de la situation, mais furieux malgré tout, le Maharaja s'en va dans ses appartements, laissant sa fille dans le même état de fureur que le sien. Une fois son géniteur sorti, Ahalia saccage sa chambre avant de s'effondrer de fatigue. Le lendemain matin, quand sa servante se présente saine et sauve à sa porte, la jeune princesse est totalement soulagée. Elle se confie à la Sia sur l'état déplorable de ses appartements et lui explique ses nouvelles restrictions. Les deux jeunes filles étaient devenues au fil des années bien plus que de simples partenaires. Elles étaient des amies, des sœurs même, et ce malgré leurs différences de rang. De son côté, Phanindra, qui est devenu à la mort de sa précieuse épouse un père ignoble et un homme lubrique aux perversions toujours plus sadiques, est à son réveil de fort vilaine humeur. La dispute de la veille le travaille encore, et pour se calmer, il décide de se rendre sur le mausolée de la Maharani et de se lamenter auprès de celle partie trop tôt. C'est là qu'il va faire la rencontre d'un brahman. L'homme, aux longs cheveux gris épars, au visage ridé et émacié, et aux yeux d'un noir profond, s'approche de lui pour l'aider. Sachétan est en réalité un être sournois qui cache ses mauvaises intentions derrière des paroles cajoleuses distillées sur un ton mielleux. Le Maharaja est au fond du gouffre. Il se hait d'être devenu un homme aussi misérable, il regrette son attitude avec sa fille et se dit que seule la mort pourrait réparer ses torts. Le perfide Sachétan lui apporte son soutien et lui propose de l'aider à cheminer sur la voie de la guérison. Il lui donne rendez-vous au temple s'il accepte son aide désintéressée. Parallèlement, un groupe de pacifistes nomades, dirigé par Mani Bhushan, un lettré que ses disciples appellent Mahatma, arrive de leur sommet himalayen en quête d'un repos spirituel dans la ville balnéaire de Mussoorie. Durant le trajet qui sépare le groupe de la ville, le leader de cette communauté nomade aux convictions de renoncement et d'amour inconditionnel est pris d'un malaise. Sensible aux manifestations surnaturelles, Mani Bhushan a une vision funeste qui l'encourage à se hâter d'arriver à bon port. Son plus fidèle disciple, Jahan, est inquiet. Le jeune moine ne redoute pas la mort, mais espère tout de même qu'elle n'est pas au bout de ce voyage. La princesse, toujours enfermée dans sa cage dorée, finit par accepter de sortir dans la cour du palais. Elle rejoint la reine pour y affronter son maître d'armes, le capitaine de la garde royale, Timir Baran. Ça va la défouler, elle le sait. Elle lui prouve que son statut de femme et toutes ces années à ne pas lui enseigner correctement l'art du Kalaripayat lui auront pleinement profité. Ses entraînements secrets lui ont aujourd'hui permis de le mettre au défi et de le mettre en défaite. L'humiliation est cuisante pour un homme tel que lui. Avec cette démonstration de force, Ahalia
c'est que les médisances sur son compte vont diminuer au sein du palais, car elle va enfin inspirer la peur. Si elle s'attendait à être crainte, elle ne s'attendait pas à la visite de son père. Le Maharaja s'excuse platement pour toutes ces dernières années. Il quémande son pardon. Ahalya n'est pas prête et se mure dans la rancœur, renvoyant son père vertement. Si elle est un peu penaude au fond d'elle d'avoir été aussi rude, elle profite de sa liberté renouvelée pour emmener Lassiya visiter la ville de nuit. Les deux jeunes femmes profitent de leur escapade et au sortir de leur bain de minuit salé, elles tombent sur la communauté nomade du Mahatma Manibhushan et de son disciple Jahan. La princesse militante et rebelle tombe sous le charme du jeune moine au premier regard. Rendez-vous est donné le lendemain, et après avoir passé la journée ensemble, Ahalya sait ce qu'elle veut, ce qui n'est pas le cas du timide Jahan. Pour l'aider à prendre sa décision, elle lui redonne rendez-vous le lendemain, et elle compte lui avouer son identité princière. De retour au palais, elle tient à parler à son père afin de lui accorder une deuxième chance pour commencer. Mais l'homme, repenti de la veille, n'est plus. Face à elle, elle retrouve l'homme méchant qu'elle exècre. Ce qu'elle ignore, c'est qu'en face d'elle, ce n'est plus vraiment son père. Le lendemain, elle rejoint Jahan et les siens qui viennent de subir de plein fouet la nouvelle loi du suzerain. Ahalya lève les armes, soulève le peuple. Mais que valent quelques femmes et des hommes faméliques face à des gardes avec des bras comme des cuisses, même menés par une princesse guerrière? Face à l'ignominie du Maharaja, que va-t-elle pouvoir faire pour son peuple? Jahan, Manibhushan, Lassiya et elle vont-ils changer la donne? Qu'a fait le Maharaja auprès du vil Sachetan entre son repenti et sa folie tyrannique? À vous de percer les mystères de ce roman par votre lecture. Un roman à la plume léchée et au vocabulaire châtié. Une aventure rythmée aux couleurs chatoyantes d'une Inde mystique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 2 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!